Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent un corps musclé et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va se demander quels sont les effets de l'échauffement sur la pratique du sport et surtout, quel serait l'échauffement optimal à mettre en place avant un entraînement. Mais avant, bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition, mais aussi plein d'autres choses autour du sport. Et n'oublie pas de liker la vidéo. Et j'ai un cadeau pour toi, tu peux aller checker dans la description un programme de musculation totalement gratuit avec un calculateur de taux de masse grasse et un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle. Allez, c'est parti! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de zapper l'échauffement avant une séance d'entraînement? Je pense que si tu es normalement constitué, la réponse est oui. Et on s'est tous déjà dit au moins une fois, bon, franchement, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Et on voit toujours l'échauffement comme une corvée. Mais pourtant, il est largement établi dans le milieu sportif que l'échauffement a un réel impact sur la pratique sportive, notamment pour la réduction des blessures, que ce soit articulaires, musculaires, etc., mais aussi pour l'amélioration des performances. Alors certains en abusent et font des séances d'échauffement à rallonge. Et moi-même, j'avoue, quand j'étais prof de danse, je faisais durer les échauffements. Mais c'était surtout parce que le cours après passait beaucoup plus vite et c'était beaucoup plus agréable du coup pour moi. Enfin bon, bref, il est temps de voir un peu ce que la science a à nous dire sur l'échauffement. Est-ce que ces affirmations sur les risques de blessures et les performances sont vraiment fondées? Le premier point souvent évoqué pour légitimer l'échauffement avant les séances d'entraînement, c'est la réduction du risque de blessure. Alors, on a une méta-analyse ici de 2006 qui a compilé 5 études sur le sujet. Et sur ces 5 études, il y en a 3 qui confirmaient, qui ont trouvé un effet significatif de l'échauffement sur la réduction des risques de blessure. Mais par contre, les 2 autres ne montraient pas cet effet significatif. La conclusion en fait de cette méta-analyse, c'est que en réalité, on n'a pas assez d'études sur le sujet pour vraiment conclure qu'il y ait un effet de l'échauffement sur la réduction des blessures. Mais par contre, on peut quand même déceler une tendance sur cet effet bénéfique. Donc, moi, je dirais déjà, dans le doute, autant s'échauffer pour profiter de ces potentiels effets bénéfiques. Le deuxième point mis en avant, c'est l'impact de l'échauffement sur les performances sportives. Alors, le but d'un échauffement, c'est quoi? C'est de faire monter la température corporelle. Mais quel intérêt me dis-tu? Eh bien, en fait, si on en croit cette étude de 2015, il y aurait beaucoup de bénéfices à augmenter la température du corps pour les performances sportives. Le premier effet positif serait une augmentation du métabolisme musculaire, c'est-à-dire qu'il y aurait une accélération de l'utilisation des réserves de glycogène, mais aussi un renouvellement plus rapide de l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire l'ATP, via une augmentation de l'utilisation de la phosphocréatine. Pour faire simple, l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, va permettre de fournir de l'énergie en fait pour tout ce qui est processus chimique, mais aussi mécanique comme le mouvement, etc. Et la phosphocréatine en fait est une réserve d'ATP. Grosso modo, en fait, tu vas avoir plus d'énergie. Le deuxième point, c'est que ton muscle est moins visqueux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ton muscle, on dit qu'il est viscoélastique. Donc, il a une propriété élastique, ça tu sais ce que c'est, c'est quand tu tires un élastique que tu relâches, il reprend tout de suite sa taille initiale. Mais la viscosité, c'est en fait la capacité du muscle à garder en fait cet étirement avant de revenir à son niveau initial. Donc moins ton muscle sera visqueux et plus il aura du coup une propriété élastique. Ça te permettra alors d'avoir plus de vitesse, de puissance et de force. Il y aurait aussi une augmentation du transport et de l'assimilation de l'oxygène, ce qui repousse en fait le moment où ton muscle va commencer à s'asphyxier. Et il y a aussi des effets au niveau nerveux parce que tu pourrais avoir une vitesse accrue liée à une augmentation en fait de la vitesse d'activation des fibres musculaires. Une augmentation de 1 degré de la température corporelle pourrait augmenter tes performances de 2 à 5%, donc c'est pas négligeable. Il faut aussi prendre en compte l'intérêt psychologique de l'échauffement parce que ça te permet de te mettre en fait dans ta séance et potentiellement si tu es plus concentré, tu pourrais augmenter du coup tes performances. Donc maintenant qu'on a vu que l'échauffement avait un réel intérêt pour la pratique sportive, quelle est la meilleure façon du coup de s'échauffer? Quand on s'échauffe, on fait souvent des étirements, mais
au final, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire des étirements pour un échauffement avant le sport? Il existe des tas de façons de s'étirer et en fait, on a deux grandes catégories qui sont les étirements statiques et les étirements dynamiques. Le principe de l'étirement statique, c'est de se mettre dans une position d'étirement et de tenir cette position pendant plusieurs secondes. Le souci, c'est que ça réduit en fait la rigidité des muscles et des tendons. Alors, toi, tu te dis peut-être qu'à première vue, c'est bien, c'est pas un problème. Mais en réalité, si tu diminues cette rigidité, tu diminues aussi la force que tu vas pouvoir produire. L'étirement dynamique, lui, consiste en fait à utiliser l'élan et l'activation musculaire pour t'étirer. Et contrairement à l'étirement statique, les études ont l'air de montrer qu'il n'y ait pas vraiment d'effet négatif sur les performances, voire même potentiellement des effets positifs. Pour les sports de force, on peut voir les séries d'échauffement qui vont être de plus en plus lourdes comme un peu des exercices d'étirement dynamique. Mais par contre, pour certains sports où on va faire plutôt des sauts, de la course, des exercices au poids de corps, eh bien en réalité, il n'y a pas la possibilité vraiment de faire des séries d'échauffement plus légères. Donc dans ce cas-là, il pourrait y avoir un intérêt du coup à intégrer des étirements dynamiques. Par contre, pour les étirements statiques, il n'y a aucun intérêt à les mettre dans un programme d'échauffement pour améliorer les performances sportives. Mais si bien sûr la volonté c'est d'améliorer la souplesse et de diminuer la rigidité, eh bien dans ce cas-là, c'est un tout autre sujet. Si tu dois absolument faire des étirements statiques, eh bien fais en sorte qu'ils soient brefs, donc ne garde pas la position pendant trop longtemps parce que comme ça tu n'aurais pas ces effets ou beaucoup moins ces effets négatifs sur les performances, et fais-les avant les étirements dynamiques. Certaines études montrent que les étirements dynamiques annulent les effets négatifs des étirements statiques, mais toutes les études ne montrent pas ces effets-là. L'environnement extérieur comme le moment de la journée où tu vas t'entraîner vont impacter en fait ton échauffement. C'est-à-dire que s'il fait froid, tu vas devoir t'échauffer plus longtemps parce que la température corporelle mettra plus de temps à augmenter. Ensuite, le matin, généralement, on est plus froid que l'après-midi. Si tu as déjà testé les deux, tu verras généralement que tu es plus raide le matin. Et la température corporelle serait supérieure de à peu près 0,10 à 0,46 degrés Celsius l'après-midi par rapport au matin. Ce qui augmenterait en fait la force de l'après-midi d'environ 5% par rapport au matin. Et 5%, c'est quand même pas négligeable et ce serait dû au cycle circadien. L'échauffement peut se faire en 3 étapes. La première étape, c'est un échauffement global. Ensuite, tu peux avoir des étirements dynamiques et en dernier, un échauffement spécifique sur les muscles que tu vas travailler. On a une étude de 2011 qui a montré qu'en combinant un échauffement spécifique à un échauffement global, pour l'échauffement global augmenter la température du corps, eh bien on a eu une augmentation de la force de 8,4% comparé à un seul échauffement spécifique sur un 1RM à la presse à cuisse. Pour l'échauffement général, eh bien en fait il n'y a pas de secret, hein, tu vas faire un petit peu de cardio, pas énormément. Le but c'est pas de se fatiguer, c'est vraiment juste d'augmenter la température corporelle. Donc tu peux faire du rameur, du vélo, de la corde à sauter, ce que tu veux, du moment que ça ne t'épuise pas et que tu commences à transpirer. Et tu peux arrêter au moment où tu commences à transpirer. Je te conseille de mettre un pull parce que ça va augmenter plus rapidement ta température corporelle. Une fois que ça c'est fait, tu peux passer à l'étape 2, c'est-à-dire échauffer les articulations et aussi faire des étirements dynamiques. Alors cette étape va bien sûr varier en fonction des articulations et des muscles sollicités, c'est-à-dire que si tu fais une séance haut du corps, eh bien, il n'y aura pas les mêmes besoins spécifiques qu'une séance bas du corps. Pour le bas du corps, tu peux faire des leg swing front to back, mais tu peux aussi faire des side to side leg swing. Pour le dos, tu peux faire des bend knee iron cross, qui est vraiment pas mal. Et tu peux faire aussi un mouvement dont je ne connais pas le nom, mais que j'ai découvert sur la chaîne de Major Mouvement et je te conseille d'aller voir cette chaîne qui est vraiment excellente. Maintenant, si on passe au haut du corps, et ben en fait c'est très simple. Tu peux faire des rotations de bras avec des élastiques, mais aussi des side to side arm swing. Et tu peux faire des band pull apart et des rotations externes à la poulie ou à l'élastique. Pour la troisième étape, il va falloir que tu fasses des séries légères sur les exercices que tu vas travailler. Alors le nombre de séries va dépendre en fait du poids que tu vas mettre sur cet exercice. Plus tu vas mettre lourd pour tes séries de travail et plus il va falloir que tu y ailles progressivement et que tu fasses de séries d'échauffement. Je t'ai fait ici un protocole pour tes séries spécifiques.
Mais bien sûr, hein, c'est à toi aussi de faire en fonction de tes séances. Alors bien sûr, ces 3 étapes ne sont qu'un exemple, hein, ce n'est pas l'échauffement ultime. L'échauffement va varier en fonction d'énormément de paramètres et notamment surtout de tes spécificités à toi si tu as certaines pathologies, si certains sports ont des besoins plus spécifiques que d'autres. Peut-être que tu devras mettre plus d'exercices de mobilité aussi pour tes séances. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment à toi d'adapter en fait cet échauffement à tes besoins spécifiques. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et suis-moi sur les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!